Je m'appelle Clémence. J'avais 29 ans quand ma mère a éclaté de rire devant le dessert de Noël et m'a traité de ce qu'elle me répétait, sous différentes formes, depuis presque toujours, une ratée. Elle l'a dit avec un sourire, en plus. C'était ça le pire. Pas de cris. Pas de rage. Juste ce petit rictus poli et bien entraîné que les gens utilisent quand ils veulent vous humilier tout en restant charmant devant une pièce remplie de parents. Je me souviens de l'instant exact car tout le monde venait de finir d'applaudir mon frère aîné pour une histoire concernant ses nouveaux clients en gestion de patrimoine. La cheminée crépitait. Les verres étaient encore à moitié pleins et je venais de prendre une dernière bouchée de bûche au marron quand elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a dit, toujours le boulet de la famille, hein. Mon père ne m'a pas défendu. Il n'a même pas fait semblant d'être mal à l'aise. Il a juste baissé les yeux, souri dans son verre de cognac, et a laissé la pièce faire ce qu'elle faisait toujours, attendre que j'avale l'insulte. Je l'avais déjà fait auparavant. À 12 ans, à 16 ans, à 23 ans. Sourire nerveusement. Faire comme si de rien n'était. Mettre tout le monde à l'aise après avoir été insulté. Mais quelque chose dans cette soirée semblait différent. Peut-être était-ce la façon dont la pièce est devenue silencieuse. Peut-être était-ce la façon dont certaines personnes me regardaient avec pitié plutôt qu'avec surprise. Comme si c'était devenu mon rôle attitré dans l'histoire familiale. Ou peut-être était-ce parce que j'étais enfin fatigué d'être la cible facile qui payait la paix au prix de sa propre dignité. J'ai posé ma fourchette, plié ma serviette, je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti avant de dire quelque chose qui aurait fait exploser toute la maison. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. La voix de mon frère est arrivée, aiguë et paniquée, pourquoi mon virement de loyer a été rejeté ? Et c'est là que tout a changé. Mais avant de vous raconter ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après que je lui ai donné ma réponse, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment ? Et d'où regardez-vous cette vidéo ? Je veux vraiment savoir jusqu'où cette histoire voyage ce soir. Le trajet de retour entre Grenoble et Lyon m'a offert trop de silence et pas assez de distraction, ce qui signifie que chaque kilomètre s'est transformé en souvenir. Le temps de traverser Bourgoin-Jallieu, je ne me repassais pas seulement le dîner de Noël. Je me repassais toute une vie. Les gens adorent dire que les blessures familiales sont complexes, mais la vérité est que certaines d'entre elles sont douloureusement simples. Un enfant est loué pour sa simple existence. L'autre est dressé pour gagner un respect de base et ne le reçoit pourtant jamais. Mon frère, Romain, avait toujours été le brillant, le sociable, celui qui savait mettre en scène sa réussite d'une manière que mes parents comprenaient. Il portait des chemises bien repassées, disait des choses pleines d'assurance, savait serrer des mains et parler en chiffres. Moi, je travaillais de nuit, les week-ends et pour des appels d'urgence en chaussures de sécurité, à ramper dans des gaines techniques, à vérifier de vieux systèmes d'ascenseurs industriels. À rédiger des rapports de sécurité auxquels la plupart des gens ne penseraient jamais jusqu'à ce qu'une panne survienne et que quelqu'un se blesse. Mon travail n'avait rien de glamour quand on le décrivait autour d'un bon vin de fête. Il semblait bruyant, graisseux, incommode et indigne de l'image que ma mère voulait pour sa famille. Elle avait l'habitude de me présenter comme si j'étais un problème temporaire. Clémence se cherche encore. Clémence travaille avec des équipes de maintenance. Clémence a toujours été très indépendante. Ce qu'elle ne disait jamais, c'est que je gagnais très bien ma vie, que mon emploi du temps était brutal parce que les bâtiments ne s'arrêtent pas de tomber en panne pendant les vacances. Et que j'avais sauté la version décorative du succès pour choisir celle qui permet de dormir la nuit parce qu'on sait que son travail est réellement utile. Des années plus tôt, alors que mon frère flottait d'un gros coup à un autre et claquait ses commissions aussi vite qu'il les touchait, je faisais quelque chose que personne dans ma famille ne remarquait. J'épargnais, j'investissais et j'achetais une maison divisée en 2 appartements dans la banlieue de Lyon. J'habitais une unité. Je louais l'autre. Puis, quand mon frère m'a appelé il y a 3 ans pour me parler d'un manque de liquidité passager après une autre décision impulsive, j'ai fait l'erreur que les gens comme moi font toujours avec la famille. J'ai aidé. Je l'ai laissé emménager dans le 2e appartement à un tarif bien inférieur au marché, parce qu'on m'avait dit que c'était ce que faisaient les bonnes sœurs. Il appelait ça du temporaire. Ma mère appelait ça de la générosité. Mon père disait que ce serait bien pour nous tous. En 6 mois, le temporaire est devenu la norme. En 1 an, la norme est devenue un dû. Si le loyer était en retard, il y avait toujours une raison. Si je lui rappelais, j'étais froide. Si je demandais de la rigueur,
j'étais égoïste. D'une certaine manière, j'étais devenu le raté de la famille et son système de secours d'urgence en même temps. C'est ça le truc avec les boucs émissaires dans les familles comme la mienne. On se moque d'eux en public, puis on les utilise en privé. Pendant tout le trajet du retour, les lumières de Noël défilaient sur mon pare-brise alors que je pensais à toutes les versions de moi qui s'étaient assises en silence et avaient accepté cette contradiction. À une aire d'autoroute, debout près de ma voiture avec un café brûlant à la main, j'ai enfin prononcé la phrase à haute voix pour la première fois, j'ai fini de subventionner le manque de respect. C'était étrange à dire. Puis c'est devenu une vérité. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai ressorti le bail que j'avais laissé devenir honteusement informel, et j'ai passé 3 heures à corriger ma propre faiblesse. J'ai rédigé des avenants. J'ai vérifié les prix du quartier. J'ai calculé à quel point ils vivaient en dessous du prix du marché. Le chiffre m'a fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était insultant. Je l'avais porté pendant si longtemps que même lui avait fini par croire que c'était son droit. J'ai donc pris une décision que personne dans ma famille ne croirait que j'aurais le cran de prendre. À partir du mois prochain, son loyer reflèterait la réalité. Plus de réduction familiale. Plus de délais souples. Plus de chantage émotionnel déguisé en loyauté familiale. J'ai envoyé la notification par mail, j'ai posté une copie papier en recommandé, et j'ai éteint mon téléphone pour le reste de la soirée. Ce n'était pas de la rage. La rage est désordonnée. C'était plus froid, plus propre. Le genre de décision qui arrive après des années passées à être sous-estimée. Et au fond de moi, je pense qu'une partie de moi savait que l'augmentation du loyer n'était pas vraiment le début du conflit. C'était la fin du mensonge. Le mensonge selon lequel j'avais plus besoin de leur approbation qu'ils n'avaient besoin de mon silence. 2 semaines plus tard, par un mardi matin gris, j'étais dans la salle des machines d'une tour de bureau du quartier de la Pardieu avec un presse-papier d'une main et une lampe torche de l'autre quand mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche de veste pour la 3e fois en 10 minutes. J'ai laissé filer vers la messagerie jusqu'à ce que mon inspection soit terminée. Je savais déjà de qui il s'agissait. Les gens comme mon frère n'appellent à répétition que lorsque l'inconvénient finit par retomber sur eux. Quand je suis retourné à ma camionnette, j'ai écouté le message. Clémence, rappelle-moi. Maintenant. Pas de bonjour. Pas de questions. Aucun effort pour paraître humain. Juste une urgence aiguisée par l'indignation. 1 minute plus tard, un SMS est arrivé, pourquoi mon paiement a été rejeté? Je l'ai fixé si longtemps que j'ai commencé à sourire. Pas un sourire heureux. Le genre qui vient quand la réalité se présente enfin à quelqu'un qui pensait que les conséquences étaient facultatives. Je l'ai rappelé. Il a décroché avant même la fin de la première sonnerie. Qu'est-ce que tu as foutu, a-t-il aboyé. Pas de bonjour. Aucune retenue. Juste une accusation instantanée. Tu l'as augmenté sans prévenir. Mon compte est à découvert. Je me suis appuyé contre mon véhicule et j'ai regardé la vapeur froide sortir de ma bouche. Je t'ai prévenu, ai-je dit, par écrit. 2 fois. Il a juré entre ses dents et a commencé à me couper la parole. De la façon dont il faisait toujours quand il voulait contrôler le rythme d'une conversation. Il a dit que c'était Noël. Il a dit que la trésorerie était serrée. Il a dit que les clients étaient lents à payer. Il a dit que je le faisais passer pour un idiot. Ce dernier point m'a intéressé. Pas qu'il ne pouvait pas payer. Pas qu'il avait besoin de temps. Mais que je le faisais passer pour un idiot. Ce qui me disait tout. Ce n'était pas une question de difficulté financière. C'était une question d'humiliation. C'était le choc de découvrir que la sœur dont il s'était moqué au dîner avait réellement tracé une ligne qu'il ne pouvait pas contourner avec son charme. Tu ne peux pas faire ça à la famille, a-t-il dit. J'ai laissé le silence s'installer assez longtemps pour le déranger. Puis je lui ai donné la réponse que je portais depuis le soir de Noël. Le raté de la famille a arrêté de financer ta vie. Il s'est tu pendant une demi-seconde. Et dans cette demi-seconde, je pouvais presque entendre son cerveau hésiter entre crier plus fort ou pivoter vers la culpabilité. Il a choisi les deux. Tu es sérieuse là? Tu me punis parce que maman a fait une blague? Non, ai-je dit calmement. Je te facture parce que tu es un locataire. La blague m'a juste aidé à m'en souvenir. Il a ri à ce moment-là,
Mais c'était un rire laid et forcé. Waouh, tu es vraiment aigri. Non, ai-je dit. Être aigri aurait été de changer les serrures. Ça, c'est juste de la paperasse. Il a explosé après ça. Il m'a traité de mesquine. De vindicative. Il a dit que j'avais toujours été jalouse de lui. Que tout le monde savait que je ne supportais pas de le voir réussir. J'ai écouté plus longtemps que je n'aurais dû. Surtout parce que c'était éclairant. Les gens disent la vérité quand ils paniquent, pas la vérité factuelle, mais la vérité morale. La vérité sur ce qu'ils pensent que vous êtes. Pour lui, je n'étais jamais une sœur avec des limites. J'étais une infrastructure, un service public, une ressource silencieuse qui existait pour rendre sa vie plus douce. Quand je l'ai interrompu, ma propre voix m'a surprise. Écoute bien. À partir de ce mois-ci, le tarif est celui indiqué sur le bail. Tout retard après le délai de grâce entraînera des pénalités. Si ça ne te convient pas, tu es libre de partir à la fin du préavis. Il a aspiré de l'air entre ses dents comme si je l'avais giflé. Tu mettrais ton propre frère à la rue? Non, ai-je dit. J'attends d'un homme adulte qu'il paye l'endroit où il vit. Il m'a raccroché au nez. 10 minutes plus tard, il a envoyé le virement quand même, mais pas avant d'avoir joint un message si puéril qu'il aurait été drôle s'il n'était pas si familier: c'est la dernière fois que tu recevras quoi que ce soit de moi, ingrate. J'ai regardé l'écran, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai archivé et je suis retourné au travail. C'était la première fois depuis des années que je réalisais quelque chose d'important. Quand les gens perdent l'accès à votre générosité, ils appellent vos limites de la cruauté. Le soir venu, le fil de discussion familiale sur WhatsApp était actif sans moi. Ma mère a posté une citation passive-agressive sur la loyauté. Mon père a envoyé un pouce levé à quelque chose que mon frère a écrit sur les gens qui oublient d'où ils viennent. Personne n'a demandé ce qui s'était réellement passé. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ils savaient déjà quel rôle m'avait été assigné, et aucun d'entre eux ne voulait que le scénario change. Trop tard. Je l'avais déjà réécrit. Les jours suivants m'ont montré exactement à quel point la version du pouvoir de ma famille était fragile. Une fois que j'ai arrêté de coopérer, ils sont devenus embarrassants de prévisibilité. Ma mère a appelé 2 fois et a laissé 2 messages vocaux dramatiquement blessés sur à quel point elle était déçue de mon timing, comme si le problème n'était pas des années de manque de respect, mais le fait que j'ai choisi le mois de janvier pour arrêter de le financer. Mon père a envoyé un message disant « Nous devons tous nous calmer et nous rappeler que la famille, c'est la famille ». Ce qui était sa spécialité de toujours, minimiser la blessure de quelqu'un d'autre pour que la personne la plus bruyante se sente à l'aise. Mon frère, pendant ce temps, a rendu la performance publique de la manière la plus moderne qui soit, les réseaux sociaux. Il a posté une story sur la trahison avec un fond noir et du texte blanc. Puis une photo d'une tasse de café avec une légende expliquant que certaines personnes détestent le succès et attendent les moments de vulnérabilité pour attaquer. Puis, apparemment particulièrement inspiré, il a mis en ligne une photo de famille souriante de Noël, recadrée pour que je n'y sois pas, et a écrit « Certains liens sont réels. D'autres partagent juste votre nom de famille ». Celle-là m'a presque fait rire, surtout parce que c'était un appel à la validation tellement transparent. Mais ce qui a tout changé pour moi, ce n'était pas leur mesquinerie. C'était ce qui se passait dans ma propre vie pendant qu'ils étaient occupés à mettre en scène leur indignation. La même semaine où tout cela se déroulait, j'ai décroché un contrat municipal via un cabinet de conseil avec lequel j'essayais de travailler depuis des mois. C'était le genre de travail qui allait me propulser sur une meilleure trajectoire professionnelle et financière. Plus d'audits de sécurité commerciale, moins d'appels d'urgence la nuit, plus d'influence, plus de liberté. J'ai signé les documents assise à ma table de cuisine pendant que mon frère était à l'étage, dans l'autre appartement, en train de prétendre en ligne qu'il était une sorte de victime tragique de la cruauté féminine. Le contraste était presque cinématographique. En bas, je construisais. En haut, il s'effondrait. Et pour la première fois, j'ai arrêté de voir ça comme quelque chose de triste. J'ai commencé à voir ça comme une information. Mon amie Tessa est passée le vendredi soir avec des plats à emporter et assez d'honnêteté brutale pour me faire sentir saine d'esprit à nouveau. Elle s'est assise en tailleur sur mon canapé, a fait défiler l'un des postes de mon frère et a ricané. « Ta gentillesse ne lui manque pas », a-t-elle dit. « C'est ta réduction qui lui manque. » J'ai ri si fort que j'ai failli pleurer parce que c'était exactement ça. Ma famille ne détestait pas la personne que j'étais devenue.
Il détestait la personne que j'avais arrêté d'être. Plus besoin de m'excuser la première juste pour réduire la tension. Plus besoin de diminuer mes accomplissements pour que mon frère puisse rester l'exemple doré. Plus besoin de traduire la cruauté de ma mère en inquiétude parce que ça sonnait mieux ainsi. Au cours de la semaine suivante, les choses ont empiré pour lui, bien que je n'ai rien fait de dramatique. La réalité l'a fait pour moi. Il était à nouveau en retard, cette fois sur un transfert de charge d'électricité qu'il avait supposé pouvoir régler plus tard. L'un de ses clients s'est retiré d'une affaire. Il s'est présenté un soir dans l'allée, son manteau coûteux sur le dos, le stress marqué sur le visage, et a tenté une nouvelle stratégie, la familiarité blessée. On ne peut pas arrêter ça, a-t-il dit, comme si nous étions également responsables de la situation. Maman est bouleversée. Papa dit que tu vas trop loin. J'ai verrouillé ma camionnette et je l'ai regardée. Non, je passe au prix du marché. Il y a une différence. Sa mâchoire s'est contractée. Tu vois très bien ce que je veux dire. Je vois très bien, ai-je dit. Tu veux dire que c'était normal tant que c'était moi qui payais. Ça l'a fait taire une seconde. Puis il a essayé de pivoter vers la réécriture de l'histoire que les familles comme la mienne adorent faire quand les faits deviennent gênants. Il a dit qu'il m'avait toujours soutenu, que maman ne poussait que parce qu'elle voulait le meilleur pour moi, que papa était fier de moi à sa manière, que j'étais peut-être trop sensible. Ce mot a failli tout gâcher. Sensible. L'étiquette préférée des gens qui vous blessent et supportent mal d'être observés en train de le faire. Je me suis approché, pas agressivement, juste assez pour m'assurer qu'il entende chaque mot. Tu as vécu dans une propriété qui m'appartient à un tarif que tu n'aurais jamais pu obtenir ailleurs. Tu t'es moqué de moi au dîner tout en bénéficiant de mon travail. Puis tu as été à découvert parce que tu as ignoré une notification écrite. Rien de tout cela n'est de la sensibilité. C'est des mathématiques. Il m'a regardé comme si j'avais commencé à parler une autre langue, et c'était peut-être le cas. Le langage des conséquences est inconnu pour ceux qui ont été élevés dans l'exception. Ce week-end-là, ma mère est passée à la vitesse supérieure. Elle a appelé ma tante. Ma tante m'a appelé avec cette voix prudente que les parents utilisent quand ils savent qu'ils entrent dans un champ de mine. Elle a dit que ma mère avait le cœur brisé, que mon frère était sous pression, et que je pourrais peut-être faire preuve de grâce. La grâce. Un autre mot comptant aux femmes comme moi quand l'obéissance sonnerait de façon trop évidente. J'ai posé une seule question, est-ce que quelqu'un a demandé à maman de faire preuve de grâce quand elle m'a traité de raté à Noël? Silence. C'était ma réponse. Dimanche, j'avais déjà pris une autre décision. S'ils voulaient une confrontation, ils allaient en avoir une là où personne ne pourrait prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Parce que la vérité était que le loyer n'était plus le seul problème. Le vrai problème était que pour la première fois de ma vie, j'avais arrêté d'accepter d'être la personne la plus insignifiante de la famille, et ils paniquaient parce qu'ils savaient exactement quelle part de leur confort avait été bâtie sur cet arrangement. L'invitation est arrivée le jeudi suivant sous la forme d'un SMS groupé de ma mère annonçant un dîner de famille chez mes parents à Lyon avant que certains membres de la famille ne repartent. Aucune mention de l'attention. Aucune mention du cas auquel avait aidé à attiser toute la semaine. Juste une phrase légère sur l'envie de voir tout le monde réuni. J'ai failli refuser. Puis j'ai réalisé quelque chose d'important. Éviter la pièce ne ferait qu'aider les gens qui bénéficiaient de la cruauté privée et de la confusion publique. Alors j'y suis allé. J'ai gardé mon manteau jusqu'à ce que je sois prête à m'asseoir. J'ai apporté une bouteille de vin que je n'avais aucune intention d'ouvrir. Et quand j'ai franchi cette porte d'entrée, j'ai senti l'atmosphère se tendre avant même que quiconque ne dise un mot. Il y a des pièces où l'amour habite. Il y a des pièces où la performance habite. La salle à manger de mes parents avait toujours été du second type. Mon père m'a accueilli avec une politesse prudente, comme si j'étais une cliente difficile. Ma mère a embrassé l'air à côté de ma joue et a demandé « Comment va le travail ?» Sur ce ton que les gens utilisent quand ils veulent dire « Est-ce que tu vas me faire honte ce soir ?» Mon frère est arrivé 10 minutes plus tard, déjà irrité, ayant déjà l'air d'avoir répété son indignation devant le miroir. Le dîner a commencé avec toute la fausse normalité à laquelle je m'attendais. La salade, le pain, quelqu'un mentionnant la météo, ma cousine parlant des écoles. Puis ma mère a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle avait besoin de rétablir la hiérarchie. Elle a souri et m'a visé. Clémence est très occupée ces temps-ci, a-t-elle dit à l'Assemblée.
apparemment trop occupée pour se souvenir de qui a été là pour elle. J'ai posé ma fourchette. Je n'étais pas encore en colère. La colère aurait été plus facile. Ce que je ressentais, c'était de la précision. C'est intéressant, ai-je dit. Parce que je me souviens exactement de qui a été là pour moi. C'est une liste très courte. La pièce s'est tue. Mon père a bougé sur sa chaise. Mon frère a marmonné, c'est reparti. Ma mère a eu un petit rire, le même que celui de Noël, sauf que cette fois, il sonnait plus creux. Personne ne t'attaque, a-t-elle dit. Nous nous inquiétons pour toi. Tu es devenue froide. Non, ai-je dit. Je suis devenue chère. Quelques parents ont baissé les yeux pour cacher un sourire. Le visage de mon frère a changé immédiatement. Il a entendu la réplique pour ce qu'elle était, non pas une blague, mais une mise à nu. Encore ça, a-t-il lancé. Tu vas vraiment agir comme si augmenter mon loyer de 40% sans prévenir était une sorte de geste noble? Ce n'était pas sans prévenir, ai-je dit. C'était après t'avoir sous-facturé pendant 3 ans. Il a ouvert la bouche. J'ai continué. Et pour info, c'est encore en dessous de ce que je pourrais obtenir d'un inconnu avec un dossier solide et un respect de base. C'est passé. Ma mère s'est redressée. Tu es incroyable, a-t-elle dit, la voix s'aiguisant. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, tu traites ton frère comme un simple locataire? C'était là. La ligne derrière toute leur logique. Mon frère était la famille. J'étais la fonction. Il devait être protégé. Je devais être utile. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu comme j'aurais aimé le faire des années plus tôt. C'est un locataire. Ce n'est pas une insulte. C'est un fait juridique. Ce qui est insultant, c'est qu'il ait été à l'aise de vivre sur le dos de la fille que tu traites de ratée. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Ne déforme pas mes paroles. Pourquoi pas, ai-je demandé. Tu déformes ma vie depuis des années. Mon père a fini par parler, d'une voix basse et tendue. Clémence, ça suffit. Je me suis tourné vers lui. Ça suffisait déjà à Noël. Ça suffisait chaque fois que tu l'as regardé dire quelque chose de cruel et que tu as décidé que le silence était plus facile. Il avait l'air stupéfait, non pas parce que j'avais tort, mais parce que je l'avais dit devant des témoins. C'est ce que les gens craignent le plus dans les familles toxiques, non pas le conflit, mais la vérité mise en lumière. Mon frère est intervenu, plus fort maintenant, sentant probablement que la pièce ne penchait plus en sa faveur. Tu m'as toujours détesté parce que j'ai réussi différemment. J'ai ri une fois. Non, Romain. J'ai détesté être traité comme ton portefeuille de secours pendant que maman t'utilisait comme preuve que j'étais un échec. Le visage de ma mère est devenu rouge vif. Tu es toujours un échec, a-t-elle dit, et l'atmosphère est devenue glaciale. Regarde-toi. Pas de mari, pas d'enfant, pas de carrière respectable. Tu inspectes des machines et tu agis comme si posséder un petit immeuble te rendait puissante. Romain a construit des relations. Romain a construit une vraie vie. Toi, tu as juste appris à encaisser des paiements et à juger tout le monde. C'était là. Pas de l'inquiétude, pas de la déception, du mépris. Pur et indéniable. Et parce qu'elle l'avait enfin dit clairement, quelque chose en moi est devenu très calme. Je me suis levé, j'ai levé mon verre d'eau et j'ai parlé si calmement que même moi je pouvais entendre à quel point c'était définitif. Tu as raison sur une chose. Je ne suis pas comme Romain. Je paye mes propres factures. Je n'ai pas besoin que maman réécrive mes échecs en charisme. Et à partir du mois prochain, le loyer augmente à nouveau pour atteindre le plein prix du marché. Parce que si je ne suis qu'une femme qui encaisse des paiements, je ferai aussi bien de le faire professionnellement. Mon frère a pâli. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis, ai-je dit. Et si c'est trop humiliant, tu es libre de déménager. Le silence qui a suivi semblait sacré. Ma cousine fixait la table. Ma tante clignait des yeux comme si elle voulait applaudir mais craignait d'en subir les conséquences. Mon père a regardé ma mère, puis moi, et pour une fois a semblé comprendre qu'il n'y avait aucun moyen d'arranger ça. Ma mère a ri à nouveau, mais c'était un rire cassant. Alors c'est ça? Une vengeance? J'ai ramassé mon manteau. Non.
La vengeance serait de dire à tout le monde ici combien de fois j'ai couvert tes retards de paiement pendant que tu m'appelais un fardeau. Ça, c'est une correction. Puis je suis sorti. Sans me presser, sans trembler, juste en ayant fini. Derrière moi, j'ai entendu mon frère prononcer mon nom, mi-avertissement, mi-supplication. Je ne me suis pas retourné. Parce que quand les gens vous voient enfin clairement après des années passées à vous minimiser, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de refuser de rentrer dans l'ombre. Après ce dîner, le système familial s'est fissuré exactement là où il avait toujours été le plus faible, au point où l'image rencontre la réalité. Ma mère pouvait gérer la cruauté privée. Elle pouvait même gérer le sarcasme public si tout le monde jouait le jeu. Ce qu'elle ne pouvait pas gérer, c'était de perdre le contrôle du récit devant les autres parents. En 24 heures, 3 membres différents de la famille m'ont envoyé des versions du même message, je n'avais aucune idée que les choses étaient si graves. Cette phrase avait l'habitude de me frustrer. Cette fois, non. Bien sûr qu'ils ne savaient pas. Le dysfonctionnement survit grâce à une visibilité sélective. Les gens voient la blague, pas l'histoire derrière. Ils voient l'éclat, pas les décennies de pression qui l'ont rendu inévitable. Mon frère ne m'a pas parlé pendant 5 jours. Puis il a envoyé un paragraphe qui tentait tous les angles à la fois. Il a dit que je l'avais humilié. Il a dit que maman ne dormait presque plus. Il a dit que la tension artérielle de papa était montée. Il a dit que je déchirais la famille pour de l'argent. J'ai lu le message 2 fois et j'ai remarqué ce qui n'y était pas, pas d'excuses, pas de responsabilité, aucune mention de Noël, aucune reconnaissance du fait qu'il avait bénéficié de l'arrangement tout en aidant à me rabaisser. J'ai donc répondu en une ligne, les familles ne se brisent pas quand une personne arrête d'absorber les dégâts. Elles se brisent quand tout le monde remarque qui les portait. Il n'a pas répondu. Vers la même époque, quelque chose d'autre s'est produit qui a rendu toute la situation presque surréaliste. L'un des clients de mon frère, un homme qui possédait plusieurs unités locatives, s'est retrouvé dans un bâtiment où je faisais une revue de conformité. Il a reconnu mon nom de famille sur les documents et m'a demandé nonchalamment si j'étais lié à Romain dans l'immobilier. Quand j'ai dit oui, il a secoué la tête et a dit « J'espère qu'il va se reprendre ». Un gars sympa, mais il passe son temps à faire des promesses qu'il ne tient pas. Je n'ai pas dit grand-chose, mais cela a confirmé ce que j'avais commencé à suspecter. L'image polie de mon frère ne se fissurait pas à cause de moi. Elle se fissurait parce qu'éventuellement, la performance finit toujours par se heurter à la réalité. Pendant ce temps, ma propre vie continuait d'avancer. J'ai finalisé le contrat municipal. J'ai embauché une assistante administrative à temps partiel. J'ai commencé à regarder une autre petite copropriété dans le sud de Lyon, non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit à ma famille, mais parce que c'est ce que font les gens stables quand ils arrêtent de financer le chaos. Ils investissent dans la paix. Tessa, qui me connaissait trop bien pour me laisser romantiser une réconciliation, a posé la question que j'évitais, qu'est-ce qui se passe s'il s'excuse vraiment? Nous étions assises dans un café près de mon bureau et je n'ai pas répondu tout de suite. Alors j'écouterai, ai-je fini par dire. Mais écouter et se rendre, ce n'est pas la même chose. Elle a acquiescé. Bien. Parce que les gens coupables adorent les limites floues. 3 jours plus tard, mon frère a envoyé un nouveau message, on peut se voir? Juste nous deux. Pas de parents. Pas de drame. J'ai failli ignorer. Puis j'ai pensé aux années à venir. Non pas parce que je lui devais une conclusion, mais parce que je voulais entendre, une fois pour toutes, s'il y avait une personne réelle sous tout cet orgueil. J'ai donc accepté de le rencontrer dans un café calme du centre-ville un samedi après-midi. Le matin du rendez-vous, ma mère a appelé 2 fois. J'ai refusé les 2 fois. Puis elle a laissé un message vocal empreint d'une droiture blessée. « J'espère que tu es contente » a-t-elle dit. « Ton frère subit un stress terrible. » J'ai supprimé le message sans l'enregistrer. Ce petit geste m'a semblé plus important qu'il n'aurait dû. Pendant des années, j'avais archivé chaque message cruel dans mon corps même quand je ne le gardais pas sur mon téléphone. Cette fois, je l'ai laissé partir. Pas comme un pardon, comme un refus. Quand le samedi est arrivé, je n'étais pas nerveuse de la même manière qu'avant. Je n'avais plus peur de leur opinion. J'étais seulement curieuse de savoir si la vérité rendrait enfin quelqu'un de cette famille reconnaissable à mes yeux. Et si ce n'était pas le cas, j'y étais préparée aussi.
Parce que la chose la plus forte qui s'était produite depuis Noël n'était pas que je les avais humiliés. C'était que j'avais arrêté de négocier avec des gens déterminés à me mal comprendre. Une fois qu'on apprend cette compétence, la paix ne ressemble plus à une réunion, elle ressemble à de la clarté. Il était déjà assis quand je suis arrivé, les mains serrées autour d'un café qu'il ne buvait visiblement pas. Mon frère avait toujours été séduisant de cette manière polie et assurée qui poussait les inconnus à lui faire confiance rapidement. Mais cet après-midi-là, il semblait dépouillé de quelque chose. Pas de sa dignité, exactement. Plutôt de sa certitude. Il s'est levé quand il m'a vu, puis s'est rassis trop vite, comme s'il ne savait pas quelle version de lui-même il était censé jouer. J'ai commandé un thé, j'ai pris place en face de lui et je l'ai laissé commencer. « Merci d'être venu », a-t-il dit. J'ai acquiescé. Il a fixé la table, puis a fini par me regarder. J'ai été en colère, a-t-il admis. Je le suis toujours, honnêtement, mais j'ai aussi réfléchi. Je ne l'ai pas sauvé du silence. Pour une fois, il devait le traverser seul. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était devenu grave, a-t-il dit. Pas seulement pour le loyer. Pour tout. J'ai failli rire. Pas parce que c'était ridicule, mais parce que les gens comme lui n'arrivent à la conscience que lorsque l'inconvénient devient personnel. Tu n'avais pas réalisé, ai-je répété. Ou tu ne t'en souciais pas assez pour regarder. Il a tressailli. Bien. Certaines vérités méritent d'atterrir sans amorti. Il s'est frotté la mâchoire et a dit, c'est juste. C'était la première chose honnête que j'entendais de sa part depuis des semaines. Puis il m'a surprise. Après le dîner, tante Mélissa m'a appelé, a-t-il dit. Elle a demandé depuis combien de temps tu couvrais mes retards. Je lui ai dit que je ne voyais pas de quoi elle parlait. Elle a dit, Romain, ne te ridiculise pas. On sait tout maintenant en point. Il a dégluti avec difficulté. Puis papa a appelé. Pas pour te défendre. Pour me demander si je pouvais juste arranger ça. Comme si c'était une question de réputation. J'ai laissé échapper un lent soupir. Ça lui ressemble. Et puis maman. Il s'est arrêté. Maman a dit que tu étais jalouse parce que tu n'avais jamais construit une vie que les gens admirent. Elle a dit que tu ne faisais ça que parce que tu ne supportais pas de me voir devant. Il a eu un court rire sans humour. Et pour la première fois, l'entendre le dire à voix haute, ça ne ressemblait pas à de l'amour. Ça semblait malade. C'était là. Pas de la rédemption, mais de la reconnaissance. Petite, tardive, imparfaite. Je ne me suis pas précipité pour le récompenser. Tu as répété des versions de ça toute ta vie, ai-je dit. Tu ne l'as pas inventé, mais tu en as profité. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Il semblait plus vieux à ce moment-là. Je pense que j'ai toujours imaginé que tu étais plus forte que le reste d'entre nous. Jean, que tu pouvais l'encaisser. C'est ce que les gens disent quand ils veulent accéder à l'endurance de quelqu'un sans se sentir coupable de l'utiliser. Ses yeux se sont levés vers les miens. Je suis désolé. J'ai soutenu son regard et j'ai attendu. Une vraie excuse prend de l'ampleur sous la pression. Une fausse s'effondre en excuse. Il a continué. Je suis désolé d'avoir agi comme si ton travail valait moins que le mien alors que ton travail est la seule raison pour laquelle la moitié des bâtiments où j'entre sont sûrs. Je suis désolé d'avoir pris l'appartement et la réduction et d'en avoir fait quelque chose que je pensais mériter. Je suis désolé d'avoir laissé maman parler de toi comme ça. Je suis désolé d'avoir participé. C'était plus proche, pas parfait, mais plus proche. J'ai serré mes mains autour de ma tasse et je lui ai dit la vérité qu'il attendait probablement que j'adoucisse. Tu n'es pas désolé parce que tu m'as fait du mal. Pas d'abord. Tu es désolé parce que j'ai arrêté de te faciliter la vie. Il a fermé les yeux une seconde, puis a hoché la tête. Ouais, a-t-il dit doucement. Au début, c'était vrai. Mais plus maintenant. Je l'ai cru en partie, ce qui, dans des familles comme la mienne, est à peu près aussi proche de la grâce qu'on peut raisonnablement l'être. Il a sorti une feuille de papier pliée de sa poche de veste et l'a fait glisser sur la table. C'était un préavis pour un nouveau complexe d'appartements. Une unité plus petite, un loyer plus élevé. Date d'emménagement le mois prochain. Je pars, a-t-il dit. J'aurais dû le faire il y a longtemps. J'ai regardé le papier, puis je l'ai regardé.
C'est probablement ce qu'il y a de mieux. Il a eu un sourire fatigué. Je me doutais que tu dirais ça. Nous nous sommes assis en silence un moment, puis il a dit la chose qui, je pense, comptait le plus. Maman veut que je coupe tout contact avec toi. Elle dit que tu essaies de punir la famille pour tes propres échecs. Je n'ai rien ressenti quand il a dit ça. Pas de choc. Pas de chagrin. Juste une confirmation. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Il a regardé ses mains. Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un en dessous d'elle pour se sentir stable. Et pendant longtemps, c'était toi. Cette phrase aurait dû m'anéantir. Au lieu de cela, elle m'a libéré d'une manière que la colère n'aurait jamais pu le faire. Parce qu'une fois que la vérité est dite clairement, on arrête de gaspiller de l'énergie à essayer de la transformer en quelque chose de plus gentil. Je me suis penché en arrière et j'ai dit, alors écoute bien, Romain. Je ne reviendrai pas à ce que c'était. Ni pour le loyer. Ni pour les dîners de famille. Ni avec maman. Si tu veux une relation avec moi, elle sera adulte, directe et séparée de n'importe quel jeu auquel elle joue. Je ne serai plus jamais insulté pour le sport et utilisé pour la commodité. Plus jamais. Il a hoché la tête immédiatement. Je comprends. Non, ai-je dit. Tu commences à comprendre. C'est différent. Il a accepté cela aussi. Et là, au milieu d'un café qui sentait le grain torréfié et les manteaux d'hiver mouillés, j'ai réalisé quelque chose que j'aimerais que plus de gens comprennent plus tôt. La conclusion n'arrive pas toujours sous forme de réunion. Parfois, elle arrive sous forme de langage. Comme la capacité de nommer ce qui s'est passé sans s'excuser de le nommer. Comme le refus de continuer à traduire la cruauté en amour simplement parce qu'elle vient du sang. Quand nous nous sommes levés pour partir, mon frère a hésité comme s'il voulait m'embrasser. Je ne lui ai pas proposé. Pas pour le punir. Juste parce que la guérison n'est pas du théâtre. Et j'en avais fini de simuler des sentiments que je n'avais pas atteints. Il a hoché la tête, a dit, « Prends soin de toi, Clémence. » Et il est sorti dans le froid. Je l'ai regardé partir et je me suis senti plus légère qu'à Noël. Plus légère que depuis des années. Non pas parce que j'avais gagné un fantasme de vengeance dramatique, même si je comprends pourquoi les gens appelleraient cela ainsi. Mais parce que j'avais enfin répondu à la question que ma famille me posait depuis toujours, qu'est-ce qui se passe quand la fille que vous traitez comme le raté de la famille arrête de se porter volontaire pour ce rôle? Il se passe ceci. Le loyer est payé ou le locataire s'en va. Les blagues cessent d'être drôles. Le silence autour de la cruauté se brise. L'enfant prodigue reçoit une facture. La mère perd sa cible préférée. Et la fille qu'ils ont sous-estimée apprend que la dignité vaut plus que l'appartenance à un endroit où elle doit supplier pour être traitée comme un être humain. Je suis retourné au travail le lundi suivant. J'ai signé un autre contrat 2 semaines plus tard. Mon frère a déménagé avant la fin du mois. Ma mère m'a envoyé un long mail auquel je n'ai jamais répondu. Mon père m'a envoyé un SMS pour mon anniversaire avec un simple « J'espère que tu vas bien ». Ce n'était pas assez. Mais c'était la chose la plus proche de l'humilité que j'ai jamais reçue de sa part. Et moi? J'ai continué à construire. Pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, même si c'était satisfaisant. J'ai continué à construire parce que ma vie n'avait jamais été petite en réalité. Elle avait juste été vue à travers les yeux de gens qui ne respectaient que ce qui leur semblait familier. C'est leur limite. Pas la mienne. Alors, si vous écoutez ceci et que vous avez déjà été celui ou celle dont votre famille se moque, qu'elle sous-estime, sur qui elle s'appuie, pour ensuite vous traiter de dramatique dès que vous dites stop, écoutez-moi bien. Être lié par le sang à quelqu'un ne lui donne pas un accès à vie à votre paix. L'amour sans respect, c'est du contrôle dans un costume élégant. La loyauté sans limite, c'est de l'abandon de soi.